Je suis Sandy Rétoré, j'ai 35 ans. Je suis enseignant d'EPS et j'habite sur la commune de Msamboro dans le nord de Mayotte depuis 5 ans. Le vendredi 13 décembre 2024, l'ambiance est particulière. Nous savons que le cyclone approche. Nous savons qu'il s'annonce violent. Depuis mercredi, nous suivons les prévisions météorologiques. Les établissements scolaires sont fermés. Le collège fera office de centre d'hébergement. Le personnel et le matériel se font attendre. Nous organisons et nettoyons les salles de classe de manière à pouvoir accueillir du public. Au village, il y a un décalage important. Je tente de faire de la prévention, je ne suis pas vraiment pris au sérieux. Le vendredi soir, on se retrouve au collège avec quelques collègues pour accueillir le public. Nous savons que nous passerons en alerte rouge à partir de 22 heures. Nous serons donc confinés. Peu avant 22 heures, un bip strident et puissant sort de nos téléphones pour annoncer le passage en alerte rouge. Des vagues de 4 mètres à 6 mètres sont annoncées dans le lagon pendant le passage du cyclone. Des collègues vivant plus haut dans le village m'hébergent. Au petit matin, vers 6 heures, nous sommes réveillés par un nouveau bip strident. Passage en alerte violette. Le temps est couvert, il a plu pendant la nuit, mais rien ne laisse présager le passage du cyclone. On prépare notre pièce de confinement pendant le passage du cyclone. Nous scotchons les vitres, faute de mieux. Doucement, le temps se dégrade, le vent se lève, la pluie tombe. À l'extérieur, ça commence à souffler sérieusement, on ne voit plus les îlots. Vers 9h30, les réseaux coupent. Nous sommes avec nos frontales et on attend. On a de quoi lire, à boire et à manger. Dehors, ça souffle fort, on sent que c'est violent. On ressent d'importantes différences de pression au niveau des oreilles lors des grosses rafales. C'est assez impressionnant même si on ne voit rien. Cette première phase dure environ 1h30. Ensuite, tout est calme. C'est troublant. Nous sommes dans l'œil du cyclone. On sort sur la terrasse, on aperçoit des villageois qui commencent à ramasser les tôles. La deuxième vague sera la plus violente, la plus destructrice. Elle va durer environ 2 heures. Nous avons la chance d'être dans une maison dure, solide. On pense évidemment à tous ces gens vivant dans les bangas. On pense à nos élèves, à nos amis. On espère que tout le monde est à l'abri, en sécurité. Le calme revient. On sort sur la terrasse. Il y a des dégâts matériels importants, notamment des toitures arrachées. Tout est rasé. Les arbres qui n'ont pas été arrachés n'ont plus de branches. On prend des nouvelles des voisins proches et, rapidement, on nettoie la maison. En redescendant à la maison, je traverse le village. Tout le monde est sidéré. Une charpente entière est posée sur la route nationale. C'est le chaos. Nous n'avons pas d'eau, pas de réseau, pas d'électricité. Le lendemain matin, avec un ami, on fait le tour des proches dans les villages d'à côté. Certains ont subi de gros dégâts malgré l'habitat en dur. Et puis viennent les premières histoires ou anecdotes du cyclone. Une amie a passé la deuxième partie du cyclone sous son meuble de salle de bain avec son chien, le toit s'étant arraché. Un collègue a voulu bouger sa voiture pour la mettre à l'abri pendant l'œil. Il n'a pas eu le temps de retourner dans sa maison, il a passé la deuxième partie allongée à l'arrière de sa voiture. Les jours qui suivent le passage du cyclone sont particuliers. Nous n'avons pas d'eau, pas de réseau, pas d'électricité. Nous avons l'impression d'être coupés du monde. Deux ou 3 jours après le passage du cyclone, j'arrive à joindre la famille. Au village, les anciens ont réouvert des puits qui avaient été fermés par l'ARS pour faire face à l'absence d'eau. Le manque d'eau devient une problématique majeure. La première distribution d'eau potable aura lieu 5 jours après le cyclone à raison d'une bouteille d'eau par personne, quand on sait qu'il fait plus de 35 degrés avec un fort taux d'humidité la journée. On retrouve de l'eau au robinet pendant 2 heures, le 5e jour après le cyclone. Mais l'eau du robinet n'est pas toujours de bonne qualité. Il y a eu un cas avéré de choléra. Il y aurait aussi eu des cas de fièvre typhoïde, mais aussi des problèmes de bactéries ou parasites intestinaux. Au village, l'électricité revient le 8 janvier 2025. Le cyclone a eu lieu le 14 décembre. Puis, nous sommes de nouveau coupés 3 jours suite au passage de la tempête Dikeledi. Le réseau mobile et Internet sont de retour à partir de la mi-janvier, peu de temps après l'électricité. Les élèves de 3e sont accueillis le lundi, mercredi matin et samedi matin. Nous accueillons les 4e le mardi,
les 5e le jeudi et les 6e le vendredi. C'est insuffisant, mais nous n'avons pas d'autre option. Deux mois après le passage du cyclone, nous avons retrouvé un quotidien un peu plus normal, même si l'île emporte toujours les stigmates. Dans la campagne, les paysages ont beaucoup changé. Les cultures ont aussi été ravagées. Pour avoir été au contact d'une bonne douzaine de familles dans les Bangas, la situation de certaines familles est extrêmement précaire et certaines aides se font toujours attendre. Même à l'échelle du collège, nous n'avons pas encore reçu de dotation. La plupart ont réussi à reconstruire leur banga, mais ils n'ont plus grand-chose.